Ornella De Paoli, FP, Associazione di Studi e di Ricerche Franco-Provenzali. Non è una domanda, è solo una comunicazione. Volevo semplicemente dirvi che la nostra associazione è molto preoccupata di quanto sta succedendo con gli sportelli, cosiddetti sportelli linguistici, perché sono ufficiali e producono dei testi molto spesso non in franco-provenzale, quando va bene in piemontese e in molti casi anche in lingue inventate, a noi almeno pare così. E quindi proprio perché sono ufficiali siamo preoccupati perché può passare proprio il messaggio che questo sia il franco-provenzale, mentre i nostri patois che ancora esistono e resistono nelle alte valli sono un'altra cosa. Ecco. Vous voulez ajouter quelque chose, non? Autre question? Je parle en français parce que je me préoccupe aussi de la compréhension de ceux qui nous écoutent à travers le monde, en plus des personnes qui sont dans la salle. Je voulais savoir si il avait été envisagé ou si ça avait été fait de poser aussi une autre question au personnel des guichets linguistiques. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser le franco-provençal à l'écrit en dehors de votre activité professionnelle? Cette question, parce que je crois que de l'écart ou de la superposition entre ces deux réponses, il y aurait peut-être quelque chose qui se dégage d'intéressant sur la différence selon les domaines d'usage d'une langue, même pour du personnel professionnel, des personnes qui réfléchissent sur la langue. Oui, en fait, on n'a pas vraiment posé cette question, mais on a demandé dans quel domaine vous aviez appris au début le franco-provençal et dans quel domaine vous l'utilisiez. Et à présent, je ne me rappelle pas toutes les questions, mais surtout dans le domaine franco-provençal, ce n'était pas évident qu'il y avait une utilisation à l'extérieur du guichet linguistique. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter, mais non. Et voilà, pour ce qui concerne le témoignage de FP, eh bien, on l'accueille, mais oui, nous, on a justement essayé une description de ce qui est exhibi, on va dire. Et voilà, plutôt exhibi, oui. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on passe à la prochaine conférence. Sono Ettore Caffo della Proloco di Venaus, un'associazione associata a FP. Noi dal 1972 portiamo avanti il discorso della tutela, della salvaguardia del nostro patois. Dunque dal 1972 è stata portata avanti da Luigi Vair una sua forma di scrittura, poi perfezionata da Adolfo Marzo. Noi abbiamo pubblicato molto in questa grafia. Adesso volevo chiedere, visto che questa grafia non risponde all'ufficialità, come verrà considerato tutto questo, diciamo, patrimonio che noi abbiamo fatto, visto che ci sono anche dei supporti audio? Questo verrà trasferito nella grafia ufficiale, quella vostra? No. Noi non rappresentiamo gli sportelli linguistici e non è la nostra grafia. Noi abbiamo, ed è interessante come su 3 domande 2 fossero tentativi di aggiungere cose che non sono ovviamente presenti. Noi abbiamo avuto uno sguardo indirizzato a questo aspetto, ma ce ne sono fortunatamente molti altri e molto più particolareggiati, quindi non possiamo risponderle, nel senso che è una scelta che dipende dal legislatore, dalle amministrazioni, da scelte che sono purtroppo spesso politiche e non linguistiche. Bien. Je vous remercie.
Je vous remercie. Il est temps de passer à la dernière communication qui sera faite par Manuel Meun. Tu as besoin d'ordinateur ? Manuel Meun est professeur à l'Université de Montréal. Il va nous proposer une comparaison entre la situation linguistique de la Bresse qui lui est chère puisque c'est le lieu où il est né, où il habite ses parents, et une comparaison donc de la Bresse et de la Suisse. Et il va s'interroger sur les diverses stratégies qu'il convient de mettre en œuvre pour revitaliser ce franco-provençal, cette langue qui nous est chère à tous et dont nous discutons depuis ce matin. Donc, Manuel, tu as la parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est bien d'être avec vous, Stewie, de la vallée d'Oche, Pecojo, un petit peu du patois de la Brache. Alors, je vais rectifier mon titre. Je n'aurai pas le temps de parler de la Suisse. Je suis désolé, je travaille aussi sur un corpus suisse, mais je vais me concentrer sur la Bresse, sinon je n'aurai pas le temps. Donc, en Bresse, la transmission intergénérationnelle du franco-provençal a presque cessé, mais on note que depuis le milieu des années 2000, il y a un regain d'intérêt pour les patois, entre autres à la suite de parutions de guides assimiles du franco-provençal, de bandes dessinées. J'en ai traduit 2 avec ma mère. Alors, est-ce un signe des temps qui annonce une revitalisation, un passage de témoin entre les locuteurs tardifs et entre les locuteurs natifs et les locuteurs tardifs, ou un chant du cygne avant une disparition inéluctable? Donc c'est difficile à dire, surtout que les questions liées à l'enseignement et la graphie sont complexes. En Bresse comme ailleurs, les locuteurs préfèrent au glottonyme franco-provençal le terme patois, problématique en France en tout cas, parce qu'il semble porter en lui-même l'annonce de sa disparition. Alors on peut postuler que la revitalisation du bressan passe par un travail sur les représentations linguistiques, par la lutte contre la dévalorisation des parlers locaux. Donc pour cerner ces représentations, j'ai choisi d'étudier la presse bressane, afin d'observer la fréquence des occurrences des différents glottonymes, donc patois, parler, franco-provençal, arpitan, etc., mais aussi pour observer les discours métalinguistiques, tant des patoisans que ce que j'appelle les spécialistes, c'est-à-dire des universitaires qui ont participé à la rédaction de glossaires, mené diverses études, etc. Donc je me fonde sur un corpus de 116 textes liés au parler autochtone de Bresse. C'est en fait une photographie que je vous propose de la situation sociolinguistique en Bresse à travers la presse, donc surtout le quotidien Le Progrès et parfois La Voix de l'Ain, avec un dépouillement systématique pour les années 2006 et 2007, où il y a eu beaucoup d'événements, et un dépouillement plus lacunaire avant et après. Donc les communes de référence sont celles où il y a des groupes de patoisans. Je n'aurai pas le temps ici d'aborder la position du journal des différents acteurs, mais je veux donner des grandes tendances, essayer de dégager des catégories de discours. Alors, dans les titres, le mot patois est le glottonyme qui apparaît le plus souvent, donc généralement employé seul. Le terme patois est donc un référent identitaire assez puissant pour briller seul. Le glottonyme bressan tout court est très rare, comme s'il était un peu prétentieux d'accorder la dignité de langue autonome à ce parler local sans lui accoler le mot patois. Alors le mot parler, par lequel les linguistes aiment bien remplacer le mot patois pour échapper aux connotations négatives, lui, il apparaît très peu. Le terme langue apparaît 5 fois. Le terme franco-provençal ne fait pas recette, donc ce qui est un indice du fait que peut-être son caractère hybride ou géographiquement ambigu reste le rend peu populaire. Le terme arpitan, qui a été diffusé lors de la sortie d'un Tintin
en ORB est utilisé 2 fois, mais contrairement au terme franco-provençal qui apparaît quand même souvent dans le corps même des articles, eh bien le terme arpitan, la percée du terme arpitan est très rare. Je suis en train de me perdre dans les diapos. Est-ce que vous venez de voir cette diapo ou... Bon, je ne sais plus. Okay. Je vais vous laisser voir un petit peu ça, donc c'est ce que je viens de dire. Les titres concernant la référente au patois, donc on peut les classer en 4 catégories très rapidement. Donc il y a une catégorie qui concerne un groupe qui s'appelle Patois, Tradition et Vieux Métiers. Sinon, ça concerne les fêtes locales, régionales, internationales, le thème de la conservation du patrimoine ou la transmission active, la réflexion métalinguistique. Quant aux nombreuses occurrences du mot patoisant, toujours dans les titres, elles apparaissent surtout en lien au groupe dont j'ai parlé, et on remarque qu'il s'agit surtout d'évoquer le dynamisme du groupe, donc un dynamisme peut-être inversement proportionnel à l'âge des gens qui sont dans ce groupe. Alors, notons que 3 fois seulement, il y a du patois dans les titres. Une fois, il s'agit des Pèguelions, donc en référence aux bijoux de la Castafiore en patois. Une autre fois, on a une petite phrase traduite ici. Et une fois, une référence à l'homme qui aimait le patois sans traduction. Mais dans La Voix de l'Ain, on note que pendant des années, il y a eu un encart hebdomadaire avec des dictons. Et puis, plus tard, en 2007, une vignette Lucky Luke en Bressan que j'ai proposé, donc ça permettait de contribuer à un peu plus de visibilité. Mais il n'y a rien de comparable avec des régions, je sais pas, je pense aux Antilles, où on voit que le créole est utilisé dans des caricatures. Ça serait impensable dans la presse bressane parce que les connaissances sont trop lacunaires. Alors si on en vient aux articles eux-mêmes, on trouve également très peu de patois, quelques allusions à des mots à saveur identitaire, traduits entre parenthèses, donc la paria, la tautre, la velia. Ils sont souvent associés à des travaux emblématiques, donc le dépillage, qui est l'épluchage du maïs. On trouve parfois des textes de chansons, souvent avec traduction, même pour le classique « Les paysans Valiombin les Monsus ». Il n'y a qu'une chanson qui échappe à la règle, c'est l'hymne bressan, donc Fiat la Saint-Martin Capreuse. Et puis, de la même que le corbeau et le renard en patois, donc il n'y a pas de traduction parce que tout Français est censé le connaître. La publication de BD a donc permis de voir plus souvent la langue, ne serait-ce que parce que les journaux aimaient reprendre les jurons d'Haddock, qui sont d'ailleurs plus du français régional, et il était facile pour les journaux de montrer le lien entre langue et culture rurale en évoquant donc certains jeux de mots dans les noms des personnages, comme Panouillon, du nom de l'épi de manis égrené, ou le marquis de Gorgonzola, qui est devenu rôti de Pery, donc tartine de fromage fort. Voilà, donc j'aimerais en venir maintenant aux représentations. Donc j'ai fait des grands tableaux de co-occurrence autour des termes patois, franco-provençal, etc. Je ne pourrais pas les exploiter ici, mais je voudrais présenter quelques éléments. Donc une première catégorie thématique concerne la collecte de données, la volonté de répertorier, de photographier la réalité pendant qu'il est temps. Donc on parle de conservation du patrimoine, de sauvetage. Le ton, quelquefois, est plus dramatique quand on parle de naufragés du temps, voire d'épaves. Donc le patois est parfois comparé aussi à un vestige architectural. Mais on sait que le concept de patrimoine est ambigu parce qu'il mobilise à la fois le paradigme de la conservation et de la transmission. Donc il y a un doute sur les destinataires de la transmission, souvent. Et s'agissant des groupes de patoisans, la fonction conservatoire semble souvent plus importante que la transmission. Les glossaires ou les DVD sont présentés comme une façon de transmettre le patois, mais en fait, on problématise rarement la façon dont ça va s'opérer. Donc la démarche des groupes reste souvent axée sur le passé, sur les coutumes d'autrefois, les anciens travaux de la ferme.
Il y a des ateliers de patois avec les enfants qui, quelquefois, sont liés à l'apprentissage de poésie, mais il est plus souvent question de nourriture régionale, donc avec les gaudes qui sont de la bouillie de farine de maïs grillée en Bresse. Donc il semble guère important d'appliquer la langue à une réalité moderne, en tout cas dans ce qui transparaît dans la presse. Et souvent, il s'agit littéralement de faire revivre le passé. Si on regarde le champ lexical, donc faire revivre la jeunesse, retrouver les gestes d'antan, la nostalgie est un moteur puissant. Parfois, l'imparfait à lui seul trahit la difficulté de se projeter dans l'avenir, comme avec ce glossaire, quelle était riche notre langue. Symboliquement, donc le patois accède à la dignité de langue, mais au même moment, on semble accepter sa disparition. Alors parfois, il est question des plus jeunes, des petites mains qui incarnent l'espoir d'une transmission intergénérationnelle, mais il s'agit moins de langue comme telle que de rituels culturels, d'activités ludiques qui créent une forme de complicité. Mais bon, au moins, ça maintient en circulation certains termes patois. Donc plus souvent que la langue, c'est en fait une conscience linguistique qu'il est question de transmettre, une réflexivité. Parfois, la presse se montre optimiste en suggérant qu'il suffit d'ouvrir un glossaire pour assimiler une langue, mais au moins, ce faisant, eh bien, elle souligne qu'il est possible d'apprendre le patois. On trouve aussi des références au continuum entre le patois et le français parlé, et en tout cas, le fait que Tintin, Lucky Luke parle désormais patois, eh bien, ça peut faire prendre conscience qu'on peut adapter le patois à des réalités contemporaines. Alors, les efforts d'adaptation sont aussi le fait de patoisans qui traduisent des chansons françaises en patois. Alors, bien sûr, une bande dessinée et une chanson ne peuvent remplacer l'enseignement formel d'une langue. La presse évoque parfois des activités de sensibilisation au patois, comme lorsque les enfants apprennent des poésies. Donc là encore, on donne souvent l'illusion que la transmission de la langue va se faire presque par magie, par la simple audition de contes, de poésie. Une seule fois, les activités d'enseignement régulières d'un groupe de patoisans sont évoquées en détail, mais elles sont donc présentées un petit peu comme peu adaptées à ceux qui voudraient vraiment apprendre la langue parce que la langue est sacralisée par des patoisans puristes qui ne laissent pas beaucoup de place à ceux qui veulent l'apprendre. Mais au moins, on insiste sur la convivialité. Donc il y a très peu finalement d'articles sur la possibilité d'enseigner le patois dans un cadre scolaire officiel, comme si c'était impensable. Alors des spécialistes rappellent parfois que ça existe ailleurs, en Savoie ou en Italie, ce qui invite les Bressans à penser l'impensable. On trouve aussi, on trouve quand même plus de réflexions sur les ravages passés de la politique scolaire française, donc le choc psychologique de ceux qui devaient désapprendre le patois, intérioriser la logique d'éradication, et fait rare, en 2007, dans un grand article, on a même des patoisans qui évoquent directement leur expérience, comme si, à mesure que les Bressans prenaient conscience que le patois est une vraie langue, eh bien, ils comprenaient qu'ils ont vécu une vraie discrimination. Mais globalement, la question reste peu politisée dans la presse, comme s'il n'y avait aucun lien entre le monde politique et la vie des langues. Toutefois, ces dernières années, on note un vocabulaire plus militant dans la presse pour évoquer la survie du patois, avec un titre en une du Progrès, « Les Bressans se battent pour leur patois ». On trouve aussi le mot « reconnaissance » qui permet d'aborder, même timidement, les liens entre langue et politique, au moins indirectement. Donc, certaines choses bougent, il y a un diagnostic qui se met en place, mais face au manque de matériel d'apprentissage, d'enseignement formé, personne n'a de remède miracle pour transmettre le patois comme langue vivante. Mais au moins, la presse s'est fait l'écho du défi que constitue la transition entre locuteur et néolocuteur, entre langue de communication et langue patrimoniale, donc de la nécessité peut-être de relancer la transmission entre les générations et au moins de faire évoluer la langue ou les représentations. Alors j'en viens
au discours métalinguistique. Alors, les patoisans dans la presse insistent en général sur la richesse et l'expressivité du patois, sur sa grande variabilité, mais on trouve aussi et surtout le discours métalinguistique des spécialistes, donc qui tiennent compte de l'ensemble du domaine franco-provençal. Alors eux viennent un peu renforcer la fierté des patoisans en situant le patois bressan dans un contexte plus large, et puis en rappelant l'existence d'une littérature ancienne, ils rectifient aussi certaines représentations en soulignant l'unité du franco-provençal au-delà de son morcellement, donc en disant c'est une langue à part entière. Et puis, de façon implicite, ils remettent en cause la hiérarchie entre les différents types de langues et puis souligne le caractère mouvant de toute langue, y compris le français. Quelques mots maintenant sur l'apparition de l'arpitan dans la presse bressane en 2007. Donc, le terme est donné comme synonyme de franco-provençal lors de l'apparition d'un album de Tintin en ORB. Mais le terme arpitan est étroitement associé à cette orthographe de référence créée par Dominique Stich, qui est souvent adoptée par ceux qui emploient le glottonyme arpitan. Donc on a ici évoqué des personnages qui parlent lyonnais, savoyard, vaudois, valdotin, mais sans explicitation des liens entre les parlers locaux et la graphie supradialectale. Donc quelquefois la presse s'y perd un peu. Elle dit par exemple que l'arpitan est un mélange de langues locales basées sur le franco-provençal. Mais bon, globalement, il reste optimiste en disant les patoisans bressans s'y retrouveront. Alors effectivement, l'album est plus facile à lire que la graphie phonétique du bressan, sauf que, en l'absence de référence identitaire à la Bresse, eh bien, les patoisans n'ont pas vu vraiment d'intérêt dans cette... les locuteurs natifs ont vu peu d'intérêt dans cette graphie-là, et en tout cas peu d'intérêt à adopter le mot arpitan parce que ils ont déjà de la peine à apprivoiser le mot franco-provençal. Mais au moins, ce qu'on peut appeler les arpitanistes, donc à leur façon, en créant un petit peu de façon performative une communauté imaginaire, mythifiée, renvoient une nouvelle fois à l'ambiguïté du concept de franco-provençal et puis au manque de cohésion dans le domaine. Par ailleurs, on sait qu'il est plus facile de transmettre des symboles culturels et identitaires que des faits de langue. Et il faut aussi poser la question de quelle identité parle-t-on ? Donc en Bresse, l'identité régionale bressane prime clairement sur une identité supra-régionale, ce qu'on pourrait appeler pan-franco-provençal. Donc toujours dans mon corpus de presse. Cette identité est rarement mobilisée. Alors bien sûr, il y a les fêtes internationales du franco-provençal qui sont une occasion de rapprochement, mais dans la presse, on trouve peu d'envolées lyriques sur la langue commune ou l'avenir commun, comme si le morcellement linguistique et politique permettait une forme de conscience intellectuelle, mais excluait une approche plus émotionnelle. Donc il y a ici un autocentrage bressan qui contraste un petit peu avec ce que j'ai pu observer dans un corpus de presse genevois, pour dire deux mots de la Suisse, alors, ou à Genève. Donc pour des raisons historiques, et même si le patois a disparu, on avait beaucoup plus ce genre de discours un peu plus émotionnel, où on en appelait à une communauté d'esprit transnationale, incluant surtout la Savoie et la vallée d'Ost. Alors j'en viens pour conclure aux enjeux de graphie. L'irruption de l'arpitan renvoie bien sûr, et de l'ORB renvoie bien sûr à la question de la graphie. Dans la presse, elle est surtout abordée par des spécialistes, donc certains vantent les mérites de leur système. En général, ce qui est utilisé, c'est la graphie phonétique de Conflans, que les non-initiés sont censés lire sans difficulté. Donc, c'est celle que j'ai adoptée, moi, dans les bandes dessinées. Et j'ai expliqué ma propre démarche dans la presse, ma propre démarche d'adaptation. Entre autres choses, j'ai utilisé les capsules de Lucky Luke qui paraissaient une fois par semaine dans La Voix de l'Ain pour expliquer quelques faits de langue, dont certaines choses sur la graphie elle-même. Par exemple, au sujet des fameuses interdentales bressanes, donc le « the » et le « the ».
Alors juste pour rappeler quelques petites choses sur les interdentales sonores, donc le the, dans les tests bressants traditionnels, on a eu plusieurs graphies et on est arrivé en conflant à ZH, the low. On peut se poser la question d'une koiné bressane, parce qu'on a une petite différence, par exemple, s'agissant du R intervocalique entre le nord de la Bresse, où on l'a gardé, et le sud, où on est passé à ce the. Alors, est-ce qu'il faudrait, si on adopte une koiné bressane, venir, par exemple, pour Avi aussi, à Ari avec un H, qui permettrait de faire le lien entre Avi, Ari, ou adopter l'ORB, donc en retournant à l'étymologie Arié, Ari. Donc, je pose la question sans y répondre. Donc, idéalement, il faudrait pouvoir jongler entre une koiné bressane et puis une graphie supradialectale qui donne accès à d'autres textes qui auraient été transcrits, des textes originaires d'autres régions. L'ORB est une possibilité parmi d'autres, peut-être qu'il y aura un ORC un jour, même si son utilisation, Raphaël Maître y a fait allusion, pose des problèmes parce que les correspondances entre l'écriture et la prononciation locale sont complexes. Alors j'essaye de réfléchir un peu à ça, un glossaire en ligne qui pourrait tenir compte de la graphie, donc la graphie, une graphie bressane et puis l'ORB, voir comment intégrer ces deux choses. En tout cas, on voit que le chantier reste vaste en Bresse pour instaurer les conditions d'une revitalisation du franco-provençal bressan, qu'il s'agisse de graphie, de représentation ou, bien sûr, de ressources en présence. Merci bien de m'avoir écouté. Bon, je remercie Manuel Meun de cette communication qui pose, elle aussi, les problèmes de graphie, mais qui fait qu'il ne faut pas être obnubilé par ces problèmes de graphie. Il ne faut pas que les problèmes de graphie, je vous le dirai ce soir, soient entre nous des sujets qui nous divisent. Chacun écrit comme il a envie, cela n'empêche pas de réfléchir, à différentes possibilités graphiques. Je pense que cette communication a suscité chez vous quelques questions. Qui est-ce qui a une question à poser? Pas de questions? Si? Michel, viens là, ce sera plus simple. Bonjour, je peux apporter éventuellement un témoignage qui va un peu dans ton sens. Dans les Monts du Lyonnais, il y a une association qui s'appelle les Amis du Franco-Provençal en Pays Lyonnais. Ils ont fêté leurs 20 ans et ils ont fait le long du mur une frise des articles de presse. Et on voyait dans les titres « Patois, patois, franco-provençal, patois, patois », jusqu'à ce qu'à la fin, on n'avait pratiquement plus que des franco-provençals. Donc voilà, même montée. Et puis dans la région du Pilat, donc plutôt côté occitan, là je n'observe pas ça dans les articles de presse, mais ce qu'on peut voir, c'est que quand des étudiants ou des universitaires viennent, on a le mot occitan dans le titre de l'article de presse et non pas patois. Ça a un effet évidemment. Et au passage, ce groupe-là se conçoit comme occitan et décrit comme occitan dans la presse. En réalité, il y a quelques villages qui sont franco-provençaux, mais personne n'est embêté par ça, localement en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Oui. On a une question au professeur Telmont. C'est une question. Il s'agit encore d'une question qui vient de Savièse. Jacques Mounir demande au professeur Telmont pourquoi pas reconnaître la communauté de langues entre dialectes reconnus du monde scientifique sans nécessairement avoir peur du nationalisme.
j'avoue que je ne réussis vraiment pas à comprendre le lien entre nationalisme, comme je disais tout à l'heure à monsieur, entre nationalisme et ce que j'avais essayé d'expliquer ce matin. Probablement, c'est le fait que je ne suis pas assez bien expliqué. J'imagine que c'est cela. Peut-être que l'évocation de ce terme nationalisme qui est assez odieux se réfère au fait que dans plusieurs endroits, dans beaucoup de cas, j'ai remarqué, j'ai entendu, j'ai ouï parler de l'ethnie, je sais pas, franco-provençale, l'ethnie, le peuple. Or, parler d'une ethnie à propos, se référant à un glottonyme, parce que franco-provençal est né comme un glottonyme, parler d'ethnie à propos d'un glottonyme qui n'est pas même, qui a été reconnu, qui est né en 1873, je ne réussis vraiment pas à le comprendre. Je ne réussis pas à comprendre comment on puisse parler même sauf que le nationalisme soit quelque chose d'idéologique, comme je disais à la conclusion de ma communication, soit quelque chose d'idéologique qui échappe totalement de tout intérêt linguistique. Et mon intérêt est évidemment exclusivement linguistique. Merci. Je crois que Merci. Il faut que je me lève? Pardon. Oui, c'est une question toute simple. Moi, je suis conseiller régional à la région Rhône-Alpes chargé des langues régionales. Ça fait 5 ans. Et il y a une question que je me suis posée dès le début. Et 5 ans après, je n'ai pas de réponse. Et j'aimerais vous la poser. Et si vous pouviez m'aider à y répondre. Cette question, c'est qu'est-ce que, qu'ils soient locuteurs ou pas des langues régionales, les personnes en tout cas qui tiennent à ces langues, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Parce que dans ce que j'ai observé, dans ce que j'ai vécu, dans tous les territoires de la région Rhône-Alpes où je suis allé invité par des associations, j'ai constaté, je ne sais pas, une espèce d'auto-limitation. C'est-à-dire, il y a des limites qu'on se donne. On veut que la langue, quelque part c'est essentiellement l'aspect patrimonial. Considérer la langue comme un patrimoine, sans plus. Et des fois, je suis arrivé vraiment en mettant les pieds dans le plat, parce que pour moi, une langue est une langue, donc on a envie qu'elle soit égale de n'importe quelle autre langue. Et du coup, j'étais beaucoup trop en avance par rapport à mes interlocuteurs et des fois, ils me trouvaient un peu trop fort dans ce que je voulais, dans mes ambitions qui ne correspondaient pas tout à fait aux leurs. Donc, je ne sais pas, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à Belkacem? C'est bien à Belkacem-Lounès que nous le devons. Alors, si j'ai bien compris la question, c'était qu'est-ce qu'on veut faire de la langue, de quoi on veut parler. En fait, les communautés, peuples, populations veulent... Alors, je crois... et je n'apporte que mon expérience personnelle, il y a un peu de tout.
dans le sens qu'on peut trouver la personne ou le groupe de personnes, et ça dépend aussi de la situation dans laquelle on se trouve, n'utilise que la langue comme un souvenir, comme montrer qu'est-ce que la langue était, ou l'idée qu'eux-mêmes ont de la langue qu'on parlait, que leurs parents ou grands-parents parlaient. Après, on peut trouver la personne qui, je me rappelle, on devait traduire des textes un peu, entre guillemets, modernes, et il y avait une personne qui m'a dit mais pourquoi on doit utiliser le patois pour écrire ces textes? De toute façon, c'est mieux qu'on parle de campagne, de tradition, de choses plus concrètes peut-être. Après, il y a des personnes qui utilisent cette langue pour parler de, je sais pas, transcendance de l'âme ou de questions techniques qui voudraient même l'utiliser pour ça. Alors utiliser des mots comme quasar ou comme dynamique, des mots qu'on ne trouve pas fréquemment dans les textes qu'on voit en patois. Là où on parle toujours ou souvent de vaches, pas pour dire que parler de vaches c'est mal, mais ça dépend de la personne à mon avis. Et voilà, et du milieu dans lequel il se trouve, des possibilités qu'il y a et du public qu'il y a. Parce que, et aussi, si on veut retourner toujours, la manière d'écrire, même en quelque manière, porte des possibilités dans un sens ou dans l'autre. C'est assez immense et complexe, en fait. Oui, mais alors, une dernière, mais très rapide, parce que le temps est vraiment écoulé. Nous devrions être déjà au restaurant. Juste vite fait, dans une phrase pour répondre à Belkacem, pour moi, ce qu'on veut faire avec la langue, c'est qu'on parle souvent de transmettre la langue. Et si on veut transmettre la langue, ça veut dire que c'est à nous de nous investir en politique, que le monde politique valorise cette langue, comme ça la population va la valoriser, comme ça va se transmettre tout seul. Peut-être pas tout seul, mais ça va aider. Sinon, ma question, c'était pour M. Meun. Vous avez parlé d'aller au-delà de la simple graphie phonétique. Vous avez parlé d'une sorte de compromis pour l'ensemble des patois de la Bresse. Est-ce que pour vous, une sorte de graphie qui va au-delà de la simple phonétique, ça doit se baser sur des critères identitaires? Donc, une graphie, on peut dire supra-patois pour la Bresse, pour le Lyonnais, pour le Val d'Oise, pour la Savoie, ou est-ce que ça doit se faire sur des critères linguistiques, c'est-à-dire pour l'ensemble de la langue franco-provençale? Là, en fait, c'était une réflexion sur cette question. Est-ce que ça aurait un sens de créer une koiné juste pour la Bresse alors qu'il y a de moins en moins de locuteurs, ou est-ce qu'il ne faut pas effectivement franchir directement le pas à quelque chose de supradialectal dans tout le domaine franco-provençal? Donc moi, je pense, même si j'aime réfléchir intellectuellement à la question d'une koiné bressane, je pense qu'il n'y a pas les ressources, la graphie de Conflans fonctionne bien, elle est utilisée par différentes personnes avec des petites adaptations. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille mettre énormément d'énergie pour trouver une koiné bressane. Je ne suis pas sûr qu'il y ait en place les conditions pour mettre en place, pour arriver à quelque chose qui satisferait tout le monde. Et si même il y a un intérêt pour ça, je ne suis même pas sûr. Donc la question que je suis obligé de me poser après, c'est si on continue à garder des graphies locales, dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau du domaine, de l'ensemble du domaine franco-provençal. Il n'y a pas grand-chose d'intermédiaire. Et moi, j'aime l'idée de jongler entre les deux, de continuer à écrire dans ma graphie phonétique parce que j'en maîtrise pas vraiment d'autres, même si je m'intéresse à d'autres graphies. Mais je trouve que c'est bien souvent plus facile à lire dans des graphies supradialectales que des graphies très phonétiques, très, très locales, auxquelles je n'ai pas accès. Donc c'est la question qu'on se pose depuis longtemps. Bien, merci à tous. Je voudrais, pour conclure cette matinée qui a été riche, rester sur l'idée qu'a émise Belkacem Lounès, parce que Belkacem Lounès, je pense, voulait dire
Que pensez-vous du futur? Que voulez-vous faire dans le futur? Effectivement, nous avons parlé du passé, nous parlons du présent, et je crois que nous avons le devoir de nous préoccuper de l'avenir de cette langue que nous avons reçue en partage. Sur cette parole, je vous souhaite bon appétit.